Vous êtes nombreux et nombreux sur le chat, ça me fait super plaisir. Je dis bonsoir à Groomy qui nous a rejoint, bonsoir aussi à Zazie, il y a Mathieu qui est là, il y a Mr. White aussi qui nous dit bravo pour les 9001 donateurs mensuels. Merci Mr. White, ça fait hyper plaisir. Allez, on va accueillir Raphaël Arnaud qui va nous rejoindre. Je vais l'accueillir dans le chat, hein, il est juste là. Raphaël, est-ce que tu es avec nous? J'ai vu que tu étais là. Oui, bien le bonsoir. Bon, je vous entends bien en tout cas. Est-ce que tu nous entends bien? Oui. Eh ben, Et vous me voyez ou pas? On te voit plus, je te voyais il y a 1 seconde et ça a disparu. On voit juste marqué RA. Bah, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on t'entend. C'est déjà le principal. S'il y a moyen de régler ça rapidement, c'est top. Comme ça, on te voit. C'est plus sympa quand même. C'est plus vivant. Tu nous entends bien? Tu es bien avec nous par la voix au moins? Oui, tout à fait. C'est bien, Non, c'est pas mal. pourtant, ça marchait il y a quelques instants. Là, ouais, vraiment. J'ai appuyé sur le bouton pour que tu nous rejoignes et tu as disparu. Ouais. Bon, en tout cas, Raphaël, merci d'être là. Voilà, je vous laisse voir de votre côté s'il y a moyen oui, on va essayer de faire ça. d'avoir ton image. Tu disais, pardon? Oui, on va essayer de régler ça. C'est super gentil de ta part. Alors, je te présente Raphaël. On va se tourner vers notre sujet du soir maintenant. Au mois de décembre, du coup, on avait analysé le ressort du vote RN. Donc, ces formations, je l'ai dit, elles sont disponibles toutes sur YouTube, sur la chaîne du Club Street Press. On ouvre aujourd'hui avec Raphaël Arnaud ce second cycle qu'on le voit. Salut! Ça y est. Salut. Super. Merci d'être là. Je sais que tu sors juste de commission en plus parlementaire. Donc, c'est lourd. C'est toujours un peu la course. Et en ce moment, je sais bien, il paraît qu'il y a eu un 49.3, etc. Il paraît qu'il se passe des choses. Ouais, et puis là, en commission, c'était sur la question de l'antisémitisme, parce que Caroline Yadan essaye de repasser à l'offensive, d'instrumentaliser l'antisémitisme pour faire taire les voix de solidarité avec la Palestine. Donc, c'est assez lourd ce qu'on entend en commission. Ouais, sujet difficile. Voilà. L'idée, notamment, c'est d'augmenter la surface de ce qu'on appelle une apologie de terrorisme. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet aujourd'hui, mais allez surveiller ce que fait Caroline Yadan et cette proposition de loi. Il y a plusieurs articles qui sont sortis et effectivement, ça pose question et c'est bien qu'on en discute en commission. On t'a reperdu, Raphaël, c'est dommage. Oui, j'ai toujours le son, mais la caméra, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des petits problèmes, mais on essaie de régler ça une bonne fois pour toutes. Ouais, peut-être le fameux branche-débranche, le fameux classique. Voilà. Voilà, technique. Tu vois ça. Pendant ce temps, je te présente un peu, grâce à toi, on ouvre aujourd'hui un second cycle de nos formations Street Press. 3 épisodes pour se demander un peu comment agir. On a un peu analysé qui étaient les électeurs et électrices du RN et on s'est demandé maintenant comment agir ou réagir sur des territoires qui sont tenus tout simplement par le RN, tenus ou dominés en tout cas. On peut choisir un peu ces mots. Et si j'ouvre le sujet ce soir avec toi, Raphaël, député, militant, qui a remporté en 2024 la première circonscription du Vaucluse. Alors, le Vaucluse, c'est un département où l'extrême droite est très implantée. On y trouve notamment Orange. C'est quand même une des villes passées à l'extrême droite. C'était en 1995. Ça commence à faire quelques années, ça fait 30 ans, un peu plus même maintenant en 2026. La dynastie Bompard, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est une dynastie père-fils, etc., qui continue actuellement. Et il y a 4 députés RN sur 5 possibles, et ce 5e député qui résiste encore et toujours, tel ce village gaulois, c'est toi Raphaël, qui est avec nous. 5e député. Député de la France Insoumise, Raphaël du Vaucluse, dans la première circonscription. Tu es aussi ancien cofondateur de la Jeune Garde, c'est un collectif antifasciste qui a été dissous par le gouvernement au mois de juin 2025. Alors, jusqu'à 20h, je donne un peu les infos. Tu vas nous raconter comment tu as incarné cette campagne électorale victorieuse dans un département devenu quand même un bastion de l'extrême gauche, de l'extrême droite, pardon, ça aurait été bien, mais non, c'est dans l'autre sens. Et on se penchera aussi donc sur le travail de la Jeune Garde. Mais d'abord, Raphaël, si tu nous entends bien, une question que je voulais te poser. Tiens, je vais afficher le sujet que je voulais évoquer pour commencer. C'est un sujet un peu d'actualité. Je vais le mettre pour celles et ceux qui nous suivent sur le chat. Voilà, je vois Elisabeth B notamment qui dit soutien aux Palestiniens. Voilà, je vois que ça touche ce sujet. Et on essaiera d'ailleurs d'en parler. C'est vrai que cette question de l'extrême droite et de la Palestine, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder prochainement. Mais Raphaël, d'abord, il y a un sujet que je voulais évoquer avec toi. Si je le retrouve, c'est la une de Street Press ce matin. On a fait une enquête. On a sorti une enquête ce matin qui se passe en Ukraine sur un bataillon de néo-nazis français en Ukraine. Oui. Les ex-militaires français qui s'engagent pour se battre contre la Russie. Et c'est pas vraiment le sujet du jour, mais je voulais quand même avoir un peu ton retour sur cette révélation. Une unité de Français qui combattent pour l'Ukraine, qui se structure autour d'un noyau néo-nazi.
Elle est présente, notamment, on a révélé avec Sébastien Bourdon qui signe cet article qu'il s'était entraîné sur des cibles avec le nom, notamment le sigle de la Jeune Garde, le sigle aussi du Nouveau Front Populaire, avec le nom de Clément Méric, militant antifasciste décédé, tué par des militants d'extrême droite. C'était en 2013, si je ne fais pas d'erreur, si mes souvenirs sont... Peut-être je fais une erreur, mais voilà. Comment tu as vécu ça et pour toi, est-ce que c'est une forme de surprise ou tout simplement c'est la suite de cette radicalisation à l'extrême droite ? Alors non, c'était pas une surprise parce que j'avais déjà vu ces informations passer, notamment les personnes qui sont dans l'article. Il y a déjà des choses qui avaient été sorties notamment par Street Press déjà. Évidemment, par contre, j'ai relayé à nouveau parce que déjà on apprend de nouvelles choses, même si la base, c'est-à-dire le fait que des militants d'extrême droite français font des allers-retours sur le front ukrainien dans des bataillons néo-nazis, ça c'était quelque chose dont on en avait déjà connaissance. Et notamment de militants bien identifiés, que ce soit notamment des militants lyonnais, des militants parisiens, peu importe, mais des gens que potentiellement, même d'ailleurs, on a croisés à plusieurs reprises dans diverses actions contre l'extrême droite, etc. Donc c'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Par contre, c'est certain que ça vient démontrer de la radicalisation de ces militants qui aujourd'hui n'hésitent plus à prendre les armes, à s'afficher ouvertement nazis. Alors pour certains le faisaient déjà, mais pour d'autres c'est encore plus affiché aujourd'hui maintenant qu'ils sont sur le front ukrainien, et l'aisance avec laquelle ils ont de cibler des personnalités ou des organisations de gauche avec des armes à feu, chose qui s'était d'ailleurs déjà répétée précédemment. Mais comment ne pas les comprendre entre guillemets, malheureusement, grâce à la légitimité qu'aujourd'hui offrent des médias, notamment comme ceux de Bolloré, qui nous crachent toute la journée dessus, qui justifient même petit à petit les attaques contre nous, y compris des fois physiquement, pour certaines personnalités politiques. Donc ouais, ils sont tout simplement dans la ligne droite de ce qu'est en train de faire l'extrême droite, c'est-à-dire radicaliser le débat, mettre toujours plus de violence et afficher ouvertement leur idéologie qui, là pour le coup, c'est assez clair, c'est-à-dire nazi, quoi. Ouais, là, on est clairement sur des... Voilà, je montre un peu les photos qui accompagnent l'article, qui ont été récupérées sur leur réseau, notamment souvent, les réseaux de ce groupement. Voilà, on voit notamment drapeau confédéré, etc. On retrouve tout on va dire, le folklore classique de l'extrême droite et de l'ultra-droite française. Et on trouve ce sujet, je le montre là, du coup, des cibles avec le nom de Clément Méric, avec le logo de la Jeune Garde. On voit les 3 flèches là qui descendent vers le bas, le logo aussi communiste. C'est un peu un grand mélange, tout ça. La FA Paris banlieue aussi. Est-ce que toi, ça te fait craindre aussi pour ta sécurité et pour celle des gens qui militent avec toi? Sans individualiser la question, parce qu'en réalité, c'est quelque chose aujourd'hui qui touche toutes les personnes à un moment donné qui s'engagent contre l'extrême droite. C'est le cas aussi des journalistes, par exemple, de Street Press, mais pas que, qui documentent l'extrême droite, qui révèlent justement ce type d'affaires, qui révèlent leur violence, leurs incohérences politiques, idéologiques, peu importe, sont la cible de ces mêmes militants d'extrême droite. Ça, c'est pas une nouvelle, et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous sommes engagés, c'est parce que justement, ils sont capables de telles horreurs que du coup, on s'est mis à militer en prenant en compte le fait que oui, on allait faire face à une violence qui est extrême. Et c'est la réalité de la période. Oui, je pense qu'on a raison d'avoir peur. Enfin, je veux dire, qui ne pourrait pas avoir peur lorsqu'on voit ces espèces de néo-nazis qui s'entraînent à l'arme à feu, à tirer sur des cibles, etc. On a déjà vu qu'ils sont capables de tuer. Ils en ont encore fait la preuve il y a à peine quelques temps, notamment avec Martine Aramburu dans les rues de Paris à l'arme à feu, mais il y a plein d'autres exemples de projets d'attentats, etc. Donc oui, on a raison d'avoir peur. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se laisse totalement conquérir par cette peur et au point de ne plus agir? Et c'est justement ça, c'est notre inaction qui causerait le fait qu'il serait de plus en plus en roue libre et que de plus en plus de gens seraient touchés par cette violence. Donc bien au contraire, on a tout intérêt, à l'inverse, à continuer à dénoncer, à inverser la peur, j'ai envie de dire, en leur montrant que ce qu'ils font ont des répercussions, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient politiques, qu'elles soient peu importe quelles qu'elles soient. Et c'est que comme ça, faire de l'antifascisme en fait, ni plus ni moins, qui fait qu'on arrivera à les faire reculer. Par ailleurs, moi, avant d'être député, parce que souvent on a une visibilité très forte en tant que député, qui a une double répercussion, à la fois beaucoup de soutien et à la fois aussi beaucoup de haine qui s'accumule. Oui, on est très visible. Voilà, en tant que militant antifasciste, en réalité, je l'étais déjà. C'est-à-dire qu'ils sont d'ailleurs déjà venus à mon domicile, ils sont déjà allés menacer les domiciles de mes parents, etc. Donc, je veux dire, cette situation de violence de l'extrême droite, je l'ai déjà vécue. Donc, je ne l'apprends pas en étant député. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est d'autant plus insupportable quand c'est des gens qui n'ont rien demandé, entre guillemets, qui ne savent pas
pourquoi est-ce que tout à coup ils sont visés par ces groupes d'extrême droite, et je peux comprendre que ça effraie. Maintenant, avoir peur, oui, on a raison d'avoir peur et c'est humain, et voilà. Maintenant, c'est combattre cette peur. Il y a un slogan en Italie que les antifascistes utilisent beaucoup, c'est combatti la paura, combattre la peur. Lorsqu'on parle de lutter contre le fascisme, je pense que ça joue beaucoup. L'idée de se dire que c'est pas en baissant la tête, en faisant comme si on n'avait rien entendu, comme si on n'avait rien vu, par exemple sur cet article de Street Press, qu'on s'en sortira. Bien au-delà, non, enfin c'est bien tout le contraire. C'est si on les affronte pleine face, de multiples manières qui soient, qu'on arrivera à endiguer la problématique et limiter un maximum la casse, voire même les dégager, quoi. Ouais, bah justement, on va rentrer un peu dans comment on fait, comment on s'organise et quelles sont un peu les recettes qu'on peut partager avec toi sur ce sujet. L'enquête est disponible sur le site de Street Press. Elle fait partie de la newsletter qui s'appelle FAF. N'hésitez pas à vous abonner. C'est en gros une fois par mois. Voilà, on vous donne toutes les infos sur cette extrême droite française. Mais on va passer plus à toi, Raphaël, et notamment, je vais m'appuyer sur un article qu'on avait fait il y a quelques temps, c'était en 2024. Raphaël Arnaud, un député antifasciste à l'Assemblée. C'est signé par Lina Ricci notamment et Patrick Gardus qui avait fait les photos. Je vais revenir au début de ce parcours que tu as. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, déjà exposé, puisque tu étais porte-parole de la Jeune Garde, créée en 2018. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton arrivée dans le Vaucluse, puisque l'idée, c'est un peu ça, de parler un peu de ce territoire du Vaucluse. On est en 2024, toi, tu es porte-parole nationale de la Jeune Garde. Tu n'es pas du Vaucluse, il faut le dire, tu viens de Lyon. Au départ, tu es ce qu'on appelle un peu en politique un parachuté, faut le dire. Comment tu arrives et comment on fait pour arriver comme ça dans un territoire, en plus le Vaucluse, où on est assez fier de son appartenance ici. C'est un territoire d'identité. Bon, déjà sur l'aspect parachutage, etc., oui, je vais pas le nier. J'ai jamais, enfin, je ne suis pas né à Avignon. Je n'y ai pas fait mes études, j'y ai pas travaillé, etc. Par contre, j'ai une attache territoriale là-bas qui est très forte, de par ma famille, ni plus ni moins. Okay. Donc, c'est un territoire dans lequel j'allais très souvent, que je connaissais bien, y compris pour son aspect politique, forcément, qui me déplaisait sur plusieurs aspects, vous vous en doutez. Ces dernières années, c'est une recrudescence de l'extrême droite, etc. Bon, là, on voit un tatouage, voilà, un vieux tatouage avec des symboles de la Provence. Voilà. Ouais. Donc oui, j'ai une très forte attache à ce territoire, et ça me tenait à cœur aussi d'aller le défendre face à une extrême droite qui était de plus en plus forte, qui se pensait intouchable, y compris sur cette circonscription. Je rappelle qu'elle a été remportée par le RN en 2022 et qu'on est venu déloger la députée RN. Bon, je dois vous avouer que personne nous disait gagnant, peu importe les sondages, peu importe même les pires turbo-gauchistes sur Twitter se disaient que ça allait être très difficile, et à raison. Début, quand t'arrives, c'est pas un cadeau qu'on fait à LFI en mode on le met là parce que c'est une circonscription gagnable. C'est plutôt une circonscription un peu vue même comme un peu témoignage. On va mettre quelqu'un qui va l'affronter et il va montrer une forme d'antifascisme, mais bon, ça sera très difficile à avoir. C'est ça. Voilà, on partait du principe que ça allait être très difficile. Bon, nous, avec la Jeune Garde, on a quand même cette mentalité de la gagne. Et aussi, parce que, on va pas se mentir, il y avait aussi des résultats électoraux qui montraient que c'était possible, en tout cas, de faire quelque chose de très intéressant là-bas. Voilà. Et tout en gardant notre humilité, on avait quand même ce truc de se dire, ouais, il faut l'arracher, cette circonscription, quoi. On n'est pas là pour faire juste une campagne comme ça, à côté, etc. Non, on est là pour l'arracher. Et on y est allé plein pot. Bon, il y a une dynamique évidemment nationale qui nous a dépassés. Encore une fois, le but, c'est de rester le plus humble possible. Il y a une surmobilisation dans l'ensemble des circonscriptions, sur l'ensemble du territoire, et ça a été une réussite pour l'ensemble de la France dans cette lutte contre le RN. Mais ici, c'est vrai que ça avait un sens un peu particulier, parce que vous regardez, en fait, même au-delà de la question du Vaucluse, même dans le Gard, juste à côté, c'est tout le RN. Il n'y a pas une circonscription qui n'appartient pas au RN. Dans les Bouches-du-Rhône, à part Marseille, c'est tout le RN. En fait, tout ce qui est autour le Vaucluse, c'est tout le RN. Ouais, jusque dans l'Hérault, jusque la grande partie de voilà, exactement, partout. Et du coup, c'est vrai, un petit comme ça îlot de résistance. D'ailleurs, sur la circonscription, il n'y a pas qu'Avignon, il y a aussi Le Pontet et Montréal qui sont 2 communes RN. Et c'est vrai que tout le long de la campagne, on a eu un peu, et des camarades des fois vraiment qui sont pas ni de mauvaise foi, ni de mauvaise intention, etc., mais qui venaient nous dire, oui, ici c'est le RN, donc faut y aller doucement. En gros, sur les thématiques qui seraient jugées trop radicales, c'est-à-dire clairement antifascistes, clairement antiraciste, etc. On a fait tout l'inverse, on a fait ce qu'on sait faire, mais pas pour plaire électoralement. C'est parce qu'on en était convaincus. Donc je pars du principe que quand on fait de la politique avec des convictions, ça ressemble quand même un peu à autre chose, et les gens le ressentent, et les gens demandaient ça aussi. On est dans une phase où les gens demandent d'autres rapports à la politique, et tant mieux pour ce qui est de nos idées.
Et en vrai, ouais, ça a marché. Et quelque part aussi, la surmédiatisation qu'il y a pu avoir, je suis pas en train de dire que je la souhaitais, hein. Je vous avoue que Mmh. c'était pas forcément drôle tous les jours. Voilà, je Heu, reprécise, hein, je rappelle, notamment, tu as été, très mise en avant, on a mis en avant le fait que tu étais fiché S, hein, Tout à fait. qui est donc un fichage de sécurité et cetera, mais on l'a beaucoup vendu sur le fait que c'est la preuve que c'est quelqu'un de dangereux, on va le dire comme ça. Oui. Voilà et il y a eu aussi, cette, altercation, je sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, discussion verbale un peu vive avec Gabriel Attal qui était de passage et qui a un peu, à chaque fois, cassé le côté, local de la chose. Ça a dépassé les médias, locaux. J'en viens justement à ça, tu disais, c'est une campagne, il faut se rappeler, qui est très, très courte, Mmh mh. 3 semaines. Comment vous l'attaquez au départ et sur le terrain notamment, qu'est-ce que vous aviez prévu comme stratégie pour vous dire: «Il faut qu'on soit visible, en plus personne ne me connaît en ville, en tout cas assez peu». Comment on va attaquer ça et comment on va être présent sur le terrain? Bah, déjà la 1re des choses, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait pas qu'on réponde à l'agenda médiatique. Ça, je pense, c'est une erreur, terrible de beaucoup, d'organisations, électorales, de personnalités politiques. Je vais pas forcément les cibler ici, y compris à gauche. Je pense que c'est une erreur assez terrible parce que du coup, on si on suit comme ça cet agenda médiatique, je dis pas qu'il faut pas être stratégique par rapport à cet agenda, hein, je dis pas qu'il faut pas le prendre en compte. C'est juste que, faut pas, rentrer dans une forme de tunnel qui ferait qu'on ne serait dépendant que de ce qui se raconte dans les médias. À Mmh. l'inverse, je pense qu'il faut aller sur le terrain. C'est la première chose qu'on a faite. C'est pendant 3-4 jours, on a décidé de ne pas répondre aux médias. D'autre part, qu'en plus, on avait tenté un petit peu et qu'on s'était rendu compte que peu importe ce qu'on racontait, en fait, ils s'en fichaient, ils racontaient que des horreurs, ils déformaient les phrases, et cetera. Donc, il y avait aucun intérêt à le faire. Et on a cherché à créer du lien sur le terrain, à créer l'unité au bon sens du terme. L'unité pas seulement décidée à Paris entre organisations électorales, pardon, je me mouche en 30 secondes. Mmh, ouais. Vas-y, vas-y. Moi aussi, je suis Excusez-moi. victime de ça. Peut-être vous me verrez pareil faire ça. Ouais, j'ai un Je petit rhume. Hem, Pas seulement entre organisations, Mmh. électorales, là-haut au siège à Paris, mais sur le terrain concrètement, faire ce qu'on a toujours fait avec la Jeune Garde, c'est-à-dire dans notre travail antifasciste, essayer de faire du lien avec les forces actives. La France insoumise utiliserait le langage «les forces insoumises», qui ne sont pas forcément la France insoumise, peu importe comment on les appelle. En tout cas, des forces, Mmh. qu'elles soient féministes, antiracistes, des syndicales, qui sont sur le terrain et qui militent, au sens noble du terme, c'est-à-dire, pour nos idées au sens large et qui ont envie de mener bataille contre l'extrême droite. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on a fait directement et ce qui a parlé à plein de gens. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui étaient surpris que la première chose qu'on a fait, c'est d'aller rencontrer chacune de ces organisations, associations, leur présenter déjà qui on était en dehors des questions médiatiques, etc. Et c'est sûr que, bah voilà, il y a eu tout de suite un lien très fort parce que moi, je viens de là, j'ai toujours été un militant de terrain avec un engagement conséquent, sans faire d'éloge ou quoi que ce soit. C'est force est de constater que quand on fait de l'antifascisme, bah oui, on fait face à des choses des fois qui sont pas forcément toujours Mais évidentes. Du coup, ça crée mais un lien, tout de suite très fort et une confiance, ouais. voilà, que c'est Mais c'est Raphaël, beaucoup. du coup, alors bien sûr, tu as pas caché ton appartenance à la mouvance antifasciste et à ce choix politique, mais tu as pas tout de suite été voir les gens en leur disant: «Bon, bah, voilà, bonjour, mon sujet, c'est l'antifascisme». Il y a des sujets qui les concernent. Est-ce que vous aviez ciblé, par exemple, les jeunes, par exemple, le logement, par exemple, des choses comme ça, pour parler aux gens, bah, de leur quotidien, quoi, un truc comme ça? Pas du tout. La première Non? chose qu'on a fait, c'est qu'on a parlé de ce que nous, on savait faire, OK. c'est-à-dire Vraiment, l'antifascisme. présentez votre travail. Heu, voilà, présenter notre travail. Par contre, après, évidemment, enfin, nous, on se concentre avec la Jeune Garde, enfin, on se concentrait parce que là, actuellement, on est en mesure de dissolution, mais Ouais, on va en on parler, espère, hein, après. on espère pouvoir parler au présent dans les mois à venir, après, le Conseil d'État. Mais en tout cas, ouais, on avait, effectivement ce côté, antifasciste et cetera. N'empêche que je partage depuis des années, évidemment, plein d'autres réflexions politiques sur d'autres sujets. C'est juste que je les mettais pas forcément en avant médiatiquement. Donc évidemment, quand d'autres sujets politiques étaient posés, il fallait les poser. La question du programme du NFP, en fait, ni plus ni moins. Ce qu'on en Mmh. pensait, oui, non. Moi, sur plein d'aspects, je le trouvais pas assez radical, parce que je viens pas, de cette histoire-là. Mais c'est pas grave, je pense que dans la période, c'était quand même des étapes nécessaires, en tout cas, de coupure nette aux politiques, néolibérales, qu'on affronte, actuellement. Donc là aussi, évidemment, on avait beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, la première chose, qu'on a faite, c'est, de démontrer notre engagement antifasciste et ça a parlé à tout un tas de personnes. Alors que médiatiquement, on nous disait qu'il allait avoir le front républicain contre l'extrême droite. À chaque échéance électorale, on nous refait le même cirque, et cetera. Alors, à raison sur plein d'aspects, mais les gens restaient méfiants quand même en se disant: «Ouh là là, les loustiques qui nous ont dit ça la dernière fois, ils sont capables de voter la déchéance de nationalité, ils sont capables de reprendre les propos du RN, et cetera». Là, ils pouvaient se douter. Encore une fois, je suis pas dans la confiance absolue en politique. Je Mmh. suis pour que les gens restent toujours vigilants lorsqu'on vote pour des gens, et cetera. Force est de constater que oui, il y avait une forme de confiance beaucoup plus forte en se disant qu'on allait confier entre guillemets cette tâche de lutte contre l'extrême droite à des militants qui étaient engagés depuis toujours, j'ai envie de dire. Et
Justement, je reprends cet article de Street Press, pardon, Mediapart, signé par Cécile Hautefeuille, qui avait été sur le terrain à ce moment-là. On est le 9 juillet 2024. Elle part d'une impressionnante mobilisation et notamment de la présence de pas mal de jeunes dans ta campagne très très vite. Il y a même, je crois, un de tes opposants politiques qui avait dit ça sort de partout, ou ils sortent de partout, quelque chose comme ça, j'avais vu la citation. Comment tu mobilises comme ça des jeunes sur une campagne très courte? Est-ce que ça a juste été l'effet national de on a tous voulu se bouger et tous s'activer, ou il y a eu aussi un travail mené par vous, notamment par la Jeune Garde, pour dire bah voilà, vous êtes jeunes à Avignon, nous on est là pour vous et vous pouvez faire quelque chose concrètement? Franchement, il y a même pas eu besoin de travail particulier. Après, on va pas se mentir, on fonctionne aussi comme ça politiquement. Moi, il y a des personnalités politiques qui ont incarné quelque chose, qui m'ont donné envie de me bouger. Je pense à Olivier Besancenot, par exemple, lorsque j'étais très jeune. Savoir qu'il y avait un postier comme ça qui venait affronter des espèces de tartuffes politiques là, qui sont là depuis des années, qui viennent nous expliquer c'est comment la vie, alors que là, on a un travailleur qui vient les recadrer sur tous les plateaux. Moi, ça me parlait. Bah là, c'est un peu pareil dans la jeunesse. Oui, il y a eu une surmobilisation. Je voulais faire le comparatif avec la dynamique nationale. Il y a des sociologues qui sont en train d'étudier la victoire, là, qui travaillent depuis des années sur la question électorale sur Avignon, et qui disent que par rapport à ce qui s'est passé au national, il y a eu des dynamiques à peu près similaires, mais sur la question de la jeunesse, il y en a eu plus quand même sur la circonscription que sur d'autres sur le plan national ici. J'ai l'impression que tu as réussi. Est-ce que c'est une forme d'incarnation? Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est ni plus ni moins que je suis jeune. Je suis travailleur au moment aussi où je me présente aux élections. Ça parle à tout un tas de personnes. C'est une façon aussi de s'exprimer. On l'invente pas. On fait de la politique comme on l'a toujours appris entre guillemets, et aussi évidemment l'incarnation encore une fois de cette jeunesse militante, forcément qui a entraîné tout un tas de personnes dans la campagne. Et oui, je pense que ça a été à certains moments de sacrées forces de frappe. Moi, je me souviens, ça a été le cas, je pense, sur l'ensemble du territoire, mais peut-être aussi sur Avignon, plus incarné par la jeunesse du coup. Mais je sais pas, on faisait des porte-à-porte, on se rendait compte que l'immeuble a été fait 3 fois par des gens qu'on n'avait même pas capté, qui avaient trouvé des tracts, on ne sait pas où. Enfin, en fait, on s'est fait déborder. C'est une campagne, on s'est fait complètement déborder. Et tant mieux. C'était fort de ce point de vue-là. Ouais, justement, ça fait 1 an et demi maintenant. Il y a un travail sur le terrain qui est posé. Il y a un peu une enthousiasme qui est un peu retombé. Toi, quel souvenir t'en gardes de cette victoire et quelles leçons t'en as tiré pour les prochaines campagnes, les prochaines mobilisations, même les prochaines campagnes militantes? Ouais, en fait, c'est pas retombé. Alors, c'est retombé dans le sens, c'est sûr qu'il y a une Au niveau dynamique de national, en tout campagne. cas, oui, Voilà, enfin, on va pas se mentir, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on retrouve pas comme ça tous les jours, c'est une évidence. Par contre, sur Avignon, il y a vraiment un truc quand même fort, c'est-à-dire qu'il y a une organisation antifasciste de jeunesse qui s'est montée. Alors, il y avait déjà un collectif antifasciste qui s'appelait No Passaran. Là, aujourd'hui, c'est une structure de jeunesse qui s'appelle No Passaran Jeunes, qui émane de l'idée du collectif No Passaran, qui est très actif sur Avignon. C'est une des organisations de jeunesse les plus actives. On a des mobilisations de jeunesse qui ont notamment au moment vous savez, du 10 septembre et du 17 derrière, etc., où il y a énormément de jeunes dans la rue avec notamment des cortèges jeunes très forts, très puissants, etc. Bon, voilà, on retrouve des images, là, je vois sur le live. En vrai, ouais, je sais. Et au fur et à mesure. Oui. Évidemment, l'élection n'a pas inventé quelque chose à Avignon de fond en comble, etc. Mais en tout cas, il y a une dynamique qui s'est créée, c'est certain. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a aussi un collectif de femmes racisées, notamment en l'occurrence musulmanes, qui est structuré, qui s'appelle le collectif des résilientes. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas mon élection qui a créé ça. Il y avait déjà les prémices de tout ça, mais ça indique quelque chose. C'est-à-dire que toutes ces choses-là pour moi, rentrent dans une dynamique qui sont en corrélation et qui produisent quelque chose, du contenu politique, et évidemment ça crée encore une fois de l'espoir, tout ce qui est en train de se passer sur Avignon et dans le Vaucluse de façon générale. C'est très bête, mais juste le fait de savoir que le RN colle de partout, fait des tractages de partout, pour nous ça nous était insupportable, et on a recréé ce truc de non, en fait ça marche pas comme ça. Les fascistes ne peuvent pas comme ça avoir pignon sur rue et faire comme si leurs idées étaient comme les autres, quoi. On va en parler un peu des projets concrets qui se montent sur ta circonscription pour installer une lutte antifasciste pérenne aussi, que ce soit pas juste un one-shot une fois. D'abord, j'ai une ou deux questions du chat, là, je les vois passer devant moi. Il y a Groumi notamment qui pose un peu la question à 1 000 $, mais elle est toujours intéressante. Il demande comment faire changer la peur de camp, et il se demande est-ce qu'il faut être aussi violent que l'extrême droite, c'est une question que la Jeune Garde s'est beaucoup posée, que les mouvements antifascistes s'est posé. Comment toi tu te situes, pas par rapport à la violence, je vais pas te demander si tu condamnes la violence ou pas, je m'en fous, mais plutôt sur comment on fait changer cette peur de camp?
Bah, je pense déjà en ne reculant jamais sur les idées. Ça peut paraître bête dit comme ça peut paraître juste un truc de militant un peu aguerri en mode ouais, on reste fort sur les idées, parce que vraiment politiquement, je pense que ça fonctionne et ça a été le cas lors de cette campagne. Je pense que tous ceux à gauche qui nous ont expliqué que fallait pas trop parler du racisme lorsqu'on est dans des circonscriptions où il y a le RN qui est fort, fallait faire, attention à pas paraître trop radical et cetera, bah, c'est tout l'inverse. Moi, je pense au contraire, faut l'affronter pleine face et que si Mmh. jamais on nie ces questions-là politiquement, en fait, on est dans une impasse politique. C'est-à-dire que le temps d'un instant, le temps d'un scrutin, oui, effectivement, on peut gagner une certaine sympathie de la part d'un électorat un peu mou, etc., etc. Mais sur le long terme, en fait, on fait que reculer. Et c'est cette erreur dans laquelle, je pense, se sont plongés énormément de gens qui sont strictement électoralistes. C'est pour ça que moi, j'ai un gros problème avec l'électoralisme. Ça peut paraître étrange parce que d'un côté j'ai été élu et qu'on a choisi stratégiquement cette voie-là aussi pour exister politiquement. Je dis pas qu'il y a que du mauvais là-dedans, bien au-delà, mais les gens qui réfléchissent que comme ça, que par stratégie électorale, donc l'électoralisme, c'est une impasse politique. C'est une impasse politique et c'est pas là-dedans que la gauche doit puiser ses idées, c'est pas là-dedans que la gauche doit puiser son projet politique, etc., etc. Et du coup, Donc tu le voilà. Et puises où ce combat? Où est-ce que tu le puises? C'est dans le combat militant quotidien? C'est dans les petits tout à fait. collectifs? C'est dans les assos? Ouais, par la résistance, de dire non à la résignation, peu importe, à travers, et l'antifascisme, il peut prendre plein de formes, hein. Il peut prendre un antifascisme de militantisme de rue, comme on a beaucoup été avec la Jeune Garde. On n'a pas été que ça, on a été aussi très présent sur les réseaux sociaux, dans le travail d'information, et cetera. Ça peut être à travers, je sais pas moi, il y a des gens qui sont sur Twitch, qui tous les jours, font du contenu assez incroyable pour contrer les idées d'extrême droite, et cetera. Peu importe, l'antifascisme a 1000 formes et tant mieux. Et après, juste sur cette question de la violence, parce que bon, on pourrait en débattre comme ça pendant des heures et c'est un vrai Mmh. sujet qui est intéressant. Je pars du principe que de toute façon, l'extrême droite nous impose une violence. Enfin, je veux dire, la nier, c'est un peu comme nier le racisme à l'extrême droite, c'est une impasse politique. Nier la question de la violence à gauche, quand on fait face à l'extrême droite, ce serait aussi une impasse politique. Donc, on doit la penser, cette question-là. On doit l'interroger avec comme objectif certain, qu'on est intransigeant là-dessus, de viser à une société la plus possible émancipée de la violence. Ça, c'est notre objectif commun à toutes et tous à gauche, et c'est ce vers quoi on doit tendre. Maintenant, c'est comment se donner les possibilités de résister dans une situation où l'extrême droite est ultra violente. Ça a été le cas à Lyon. Comment se doter d'une certaine autodéfense lorsqu'ils attaquent des rassemblements, des locaux, des manifestations, des quartiers, des gens pour leur couleur de peau, des gens pour leur orientation sexuelle, etc. Tout ça doit être pensé, doit être à chaque fois réfléchi stratégiquement dans une situation donnée, avec toujours l'objectif de baisser la cadence de cette violence. Et si ça doit passer par se défendre à des moments par nous-mêmes, oui, ça doit passer par là. On n'a jamais nié avec la Jeune Garde. On a d'ailleurs fait la preuve qu'il y avait une certaine efficacité à cette question-là. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de locaux d'extrême droite dans la ville de Lyon, par exemple, alors qu'il existait 5 locaux d'extrême droite, pétainistes, royalistes, néofascistes, néo-nazis, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus et il y a quand même une baisse. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de violence à l'extrême droite à Lyon. Mmh. Très loin de là, d'ailleurs, preuve en est, il y a eu une nouvelle agression raciste Oui, il y a à récemment. peine un jour ou 2 jours, je sais plus. Donc on n'est pas du tout épargné malheureusement par ces violences, mais en tout cas, il y a eu une chute drastique de ces violences. Donc quand on a commencé à militer, il y en avait des fois 3 fois par semaine, quoi, dont des coups de couteau, des choses extrêmement violentes. Donc voilà, donc preuve en est, c'est que pour le coup, on a un bilan de ce point de vue-là et ça a fonctionné. Donc non pas esquiver la question du racisme, non pas esquiver la question de la violence lorsqu'on parle de l'extrême droite, mais au contraire, prendre ces données-là, les affronter pleinement et avoir toujours l'objectif de les faire reculer, tout simplement. Voilà. Je prends une autre question là, du chat, c'est Rosalie qui nous pose cette question de l'impact sur la population quand une ville tombe dans les mains RN. Toi, tu as 2 villes, il y a le Pontet, etc. On vote principalement RN dans ta circonscription. Comment tu les as découverts, ces villes, et quel effet ça a pour toi, cette forte présence de l'extrême droite dans ces villes qui sont des villes, comment les décrire très simplement, plutôt périurbaines d'Avignon? On est sur de Ouais, la tout grande à fait. banlieue d'Avignon. Ouais, exactement, c'est des zones périurbaines. D'ailleurs, Mmh. sociologiquement, c'est là que le RN fait ses plus gros scores, contrairement à ce qu'on pense. La division entre ville-campagne, en réalité, c'est un peu un fantasme de l'extrême droite qui est très alimenté. Vous savez, la France des tours et des bourgs, etc. Ouais. D'ailleurs, que Mmh. je me refuse de tenir parce que c'est faux, en plus, d'un point de vue scientifique, sociologique, etc. Ce qu'on observe, c'est que là où le RN pète les scores, c'est dans les zones périurbaines, souvent déclassées, en déclassement, en tout cas, dû à la crise, etc., etc. Mmh. Mais bref, on va pas Dans des s'étendre sur entre-deux, la des zones qui sont sociologie un peu électorale. entre. Tout à Ouais. fait. Exactement, voilà, les zones un peu entre et on est en plein dedans. C'est 2 communes, alors Le Pontet et Morières, et alors il y a des choses similaires. Ce que j'ai observé, c'est de la résignation. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué, y compris à Avignon, parce qu'Avignon n'était pas une commune tombée dans les mains du RN, mais forcément où l'influence aussi du RN est aussi très forte, etc. C'est beaucoup de résignation. C'est-à-dire que des gens qui, à la fois,
ont pleinement conscience de ce qu'est ce parti, qu'il est raciste, qu'il est violent, qu'il fait peur, etc. Mais à la fois, ce truc de toute façon, on peut rien y faire, c'est comme ça, c'est trop tard. Et les gens qui ont dit qu'ils allaient nous défendre, il y a aussi ça, il y a aussi cette réalité, ne l'ont pas fait. Je vais pas citer d'autres partis, mais voilà. Il y a de la déception, non, mais il y a de la déception chez certains partis du de gauche. quinquennat François Hollande, etc., qui a vraiment créé de la déception et du coup, du désengagement, tout simplement. Tout à fait, voilà, et beaucoup de résignation. Il y a cette espèce de truc de ouais, on est un peu cuit. Alors du coup, ça c'est vrai que c'est difficile à combattre. Je pense que je fais partie des personnes, mais évidemment il y en a 1000 autres qui participent à redonner un peu de force parce qu'on arrive avec une combativité qui est très forte, une capacité à se sortir de situations où les gens nous diraient déjà vaincus entre guillemets. Donc c'est sûr que ça redonne de la force à pas mal de personnes et aussi la particularité de ces deux communes, c'est que en fait, elles sont différentes dans leur gestion de la ville. Pour ce qui est du Pontet, c'est un maire qui historiquement est de droite, qui est passé RN, pas tant d'un point de vue de conviction idéologique, mais vraiment d'un point de vue électoral. Il a senti qu'il y avait une place à prendre là-bas. Du coup, il a une gestion de la ville très clientéliste, donc peu idéologique, j'ai envie de dire. Du coup, à la fois, il y a de la peur pour ce que ça pourrait être si l'extrême droite prenait le pouvoir au niveau national. Lui appliquerait de toute façon les thématiques nationales. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'il gère sa ville un peu comme donc sur un truc très gestionnaire, très clientéliste, etc. Donc c'est vrai qu'on voit pas beaucoup cette empreinte très idéologique du RN dans cette commune. Même si, encore une fois, si le RN venait à prendre le pouvoir, ce serait le genre de commune qui se mettrait en activité forcément très forte avec ce qui se passe au niveau national. À l'inverse, Morières, c'est beaucoup plus idéologique. On a d'ailleurs dans le cabinet du maire, on retrouve un gars très très proche des royalistes, très très proche de l'Action française, maurassien, etc. Et là, pour le coup, c'est plus idéologique, beaucoup plus un peu ambiance OAS, ancienne colonie française, etc. C'est assez. Là, pour le coup, c'est plus costaud idéologiquement. On est allé faire des tractages sur ces deux communes, même après l'élection. Et on s'est tapé notamment une fois, on est allé tracter là-bas à Morières. On avait la gendarmerie, la police municipale, toute l'équipe du RN local sur nos côtes. Alors après, nous, on tractait, on en rigolait, hein, on n'a pas peur. En tout cas, le but, évidemment, il y avait une question un peu d'intimidation à ce moment-là. Nous, on y va. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, on a fait face à des situations encore bien pires. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de peur, notamment dans cette commune-là. Ils ont sucré les subventions, ils ont viré les subventions d'une association qui faisait de la culture à l'adresse de la jeunesse, etc. Parce qu'ils avaient pris position au moment du NFP en disant il faut battre l'extrême droite, etc. Donc tout simplement, ils les ont dégagés. Donc ouais, il y a beaucoup de peur. Les gens ont peur. Et d'ailleurs, sur le marché, il y avait des gens qui nous disaient, qui venaient dans l'oreille nous dire merci pour ce que vous faites, mais je peux pas prendre le tract. Et ils se barraient. C'est un truc de ouf quand même. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur. Quelque chose de l'ambiance, ouais. Et nous, on arrive en mode avec nos gros sabots, en mode on est antifasciste, il y a quoi, tu vois. Je vais pas encore une fois dire les élus qui sont liés à ça ou les gens politiques. Moi, j'ai discuté avec des personnalités de gauche qui me disaient oui, on a négocié avec le maire de la ville pour pas qu'on se recolle nos affiches, tout ça. Mais vous êtes des fous, quoi. Non, on parle du RN, là, on n'est pas là à négocier, espérer qu'il nous repasse pas trop et tout, parce qu'en fait, il y a des menaces. Quand on vient coller des affiches là-bas, ça a déjà été le cas à plusieurs reprises. Il y a des colères du RN qui sont très agressifs, y compris physiquement, mais on est en mode, non, en fait, on y va. Et voilà, donc nous, petit à petit, on ramène un peu cette histoire-là militante antifasciste radicale au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on se laisse pas faire contre l'extrême droite. Voilà. J'en profite, je rebondis sur cet article de la Provence là que j'ai un peu montré, il date du mois de novembre. Tu évoques une dynamique sur la montée de l'antifascisme à Avignon. Concrètement, comment vous avez travaillé à mettre en place cette dynamique? Comment vous faites pour dépasser la campagne et que ce soit quelque chose du quotidien? Pardon, je peux répéter juste le début de la question? Vas-y, je disais, dans cet article, tu évoques une dynamique, aux articles de la Provence. Comment vous avez travaillé à mettre en place au quotidien cette dynamique et à dépasser du coup le côté classique juste de la campagne, quoi? Ouais. Encore une fois, il y avait quelque chose qui est bien antécédent à l'élection. Avignon, quand même, il y avait des choses très intéressantes d'un point de vue politique, notamment dans la jeunesse, mais pas que. Après, on est persuadé que cette élection, elle a permis en tout cas de créer cette dynamique. Et évidemment, c'est beaucoup de liens avec ces différentes organisations, associations, beaucoup de soutien. On est présent dans la manifestation ensemble, on combat les mêmes choses, on parle avec les mêmes mots, pas parce qu'on se coordonne forcément, quoique des fois ça peut arriver, mais c'est parce qu'on partage en fait le même carcan politique, la même histoire, etc. Et surtout, on fait face à la même situation. Je pense que
la situation politique aussi, lorsqu'on a des possibilités de résister, fait qu'on agrège encore d'autres forces et ça crée cette dynamique. C'est qu'aussi on a une situation où malheureusement aujourd'hui l'antifascisme ça va devenir à la mode, et là je dis pas ça avec le sourire, mais plutôt c'est un peu triste de se dire que l'antifascisme doit revenir à la mode. Ça veut dire qu'aussi on a une problématique, c'est que le fascisme revient, et du coup forcément ça c'est une crée bataille quelque chose culturelle. en résistance. Ouais. Tout à fait, bataille culturelle, en fait sur tous les aspects. Bataille culturelle, électorale, bataille de terrain. Nous, on dissocie pas toutes ces questions-là. On met ça dans un paquet et il faut combattre sur tous les plans. Et à chaque fois qu'on obtient des petites victoires, ça a forcément des répercussions positives sur l'ensemble de ces pans. Et je voulais donner un exemple concret. Il y a un projet de bar antifasciste qui cherche à s'organiser à Avignon, qui est encore en cours d'organisation. C'est un collectif local nommé No Passaran. Ça, c'est le genre d'exemple. Quand on essaye d'installer des lieux précis, c'est aussi ça que vous cherchez à faire? Vas-y, je te laisse te réinstaller. Je crois que tu as coupé ton micro. Allez, je vois de la technique du direct. Vas-y, on ne t'entend plus, je vois que le micro... Voilà, vas-y, le micro était coupé. Ah non, on a perdu Raphaël. Arnaud, pour l'instant, je te laisse, Raphaël, essayer de remettre le son. Voilà, alors, qu'est-ce que ça peut donner? Non, de notre côté, ça marche bien. Tac, tac, tac. Voilà, ils essaient de résoudre ça. Il y a eu un petit problème de leur côté. Je vous parle de ce bar. Hein, c'est un territoire, donc un projet antifasciste de bar à Avignon. Tiens, j'en profite pendant que Raphaël est en train de faire ça. Je vous rappelle la campagne de dons, hein, puisque j'ai un petit peu le temps. Je vous en reparle. On est en plein dedans. On est en train d'arriver dans les dernières 24 heures de cette campagne de dons. Vous pouvez la rejoindre et ne pas hésiter. On est arrivé à 9000, 9006 et voilà, grâce à vous, on peut encore monter. Vous avez vu, j'ai mis un petit QR code là aussi. Vous faites la photo du QR code, ça vous amène aussi sur la page de dons. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'on t'a retrouvé, Raphaël? Ah non, t'as perdu. Alors, on ne t'entend plus. Pourtant, de notre côté, on a bien tout le son. Voilà, je continue à raconter. Vous m'entendez bien ou pas? Donc, cette campagne de... Ah, c'est bon, oui, parfait. Ça y est, on t'a Oui, du coup, il y a un projet de bar antifasciste sur Avignon. C'est ça? Vas-y. C'est ça la question? Alors attends, je finis mon histoire de souci. campagne de dons. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Comme ça, il y a ça, 9000 personnes, plus vous serez nombreux, mieux c'est. Voilà, j'ai eu le temps de vous en reparler un petit coup. Et du coup, oui, je voulais parler de ce projet de bar antifasciste à Avignon. Je vais rebasculer dessus. Je le trouve hyper intéressant parce qu'il montre cette idée de, OK, on parle de l'idée, on parle d'être présent, de tracter et tout. Mais là, le but, c'est d'installer concrètement un lieu de mobilisation et de rencontre. Tout à fait. Alors ça, c'est pas du tout à notre initiative, ni moi, ni le cabinet, ni les camarades antifascistes avec qui je milite depuis des années, notamment à la Jeune Garde. Ça te dépasse ce que tu évoquais. Ouais, totalement. Voilà, c'est en fait le collectif. C'est des gens issus du collectif No Passaran qui avaient cette idée-là. Alors après, on peut toujours faire. S'il y avait eu l'élection, est-ce qu'il y aurait eu la mise en place? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a cette dynamique, quoi qu'il arrive, dans le Vaucluse et en particulier sur Avignon. Et ouais, en vrai, c'est un méchant symbole, en vrai. Le fait d'avoir. Alors évidemment, moi, dès qu'on m'en en parlait, j'étais content et j'en ai fait la pub. D'ailleurs, il y avait forcément aussi besoin de dons. Alors pas que Street Press, parce qu'à gauche, on est fort sur plein de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément de milliardaires à notre disposition. Ça s'appelle Louise, le bar. Le bar Louise. D'accord, Louise. Voilà. Donc c'est ce projet-là. Donc ouais, peut-être il y a une cagnotte. Qu'on peut trouver. Je vais la trouver pendant que je te parle, comme ça permettra de la montrer. Mais du coup, ouais, c'est archi symbolique. En vrai, ça donne de la force, quoi. Se dire, dans des endroits comme ça, on serait en capacité de tenir un bar, etc. Quand je dis on, c'est pas moi, mais c'est les antifascistes de façon générale. Ouais, c'est très fort. Et du coup, ça sert à quoi? C'est un peu bête comme question, mais concrètement, d'avoir un vrai lieu. À quoi ça sert pour des militants? Je pense à se retrouver, à donner de la force aussi, parce que c'est un lieu, je crois qu'ils ont prévu de faire des soirées, par exemple. Je sais pas, moi, s'il y a le collectif LGBTI qui s'est fait attaquer, le collectif local LGBT qui se fait attaquer par l'extrême droite, de faire une campagne de dons, par exemple, autour d'une soirée musicale, peu importe. En fait, c'est des choses comme ça, très pratiques, et aussi, ouais, une façon pour des gens qui se reconnaissent dans l'antifascisme, par exemple, qui n'ont jamais milité particulièrement, de se retrouver autour d'une soirée plus détente, etc., d'avoir un pied, un premier pied, en tout cas, dans ces milieux, dans ces idées-là. Ça peut être très intéressant de ce point de vue-là. Voilà. Alors, encore une fois, un bar, ça tout seul, ça sert à rien, j'ai envie de dire. Comme un live Twitch tout seul, ça sert à rien. Comme un collage tout seul, ça sert à rien. Comme une élection toute seule, ça sert à rien. Encore une fois, c'est quelque chose de global, la lutte antifasciste, et que c'est le conglomérat de toutes ces choses
qui font qu'on arrivera à créer des espaces de résistance et une capacité à endiguer le phénomène aujourd'hui de fascisation de la société. Question de Simrou là, du chat que je trouve intéressante. Il se demande un peu, c'est vrai qu'Avignon, on le connaît tous pour le festival de théâtre. Comment ce festival, il joue sur la tenue, il appelle ça de l'habit, je pense de la bonne tenue, il pense à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi à te prendre en compte lorsque tu es à Avignon? J'ai pas tout à fait compris la question, mais en gros, est-ce que le festival participe la bonne tenue du festival participe à la lutte un peu? Ouais, je pense que c'est ça qu'il essaie de poser, effectivement. Je l'ai formulé comme il a écrit, mais c'est une vraie question. Tout à fait. Oui, parce que l'extrême droite, de toute façon, s'attaque à la culture, encore plus lorsqu'il s'agit d'art vivant, encore plus lorsque la culture vient questionner, justement, la société, etc., peu importe la façon dont elle le fait. Et la culture vivante, au bon sens du terme, généralement, c'est ça. Elle vient questionner, justement, les rapports sociaux dans la société, etc., etc., les rapports de domination, peu importe. Et du coup, ça, effectivement, c'est un sacré antidote, la culture. Et d'ailleurs, on a un président, alors je sais pas si on l'appelle président, un porte-parole, un directeur du Festival d'Avignon, pardon, qui s'appelle Thiago Rodriguez, qui se revendique antifasciste. Donc pour nous, forcément, c'est un appui extrêmement fort. Quand je dis nous, encore une fois, c'est pas ni la Jeune Garde, ni nous en tant que députation, etc. Mais pour nous qui se revendiquons de bataille culturelle contre l'extrême droite. D'ailleurs, il a annoncé à plusieurs reprises que si jamais le RN venait à prendre la ville d'Avignon et donc venait à interférer sur la question du Festival d'Avignon, et ben, il se retirerait de son poste de directeur et démissionnerait, en fait. Donc ça, c'est des choses très fortes. Ça, c'est précieux, ça, parce que c'est vrai que souvent, on a des fois des responsables qui ménagent la chèvre et le chou, qui veulent pas perdre des subventions. C'est des fois, d'ailleurs, ils ont aussi des gens derrière eux, hein, qui sont des salariés, etc. Ils veulent les protéger. Et là, avoir des prises de position fortes comme ça, notamment, lui, c'est un metteur en scène assez connu, Thiago Rodriguez, etc. Oui. C'est précieux d'avoir ça, des gens qui cachent leur position. Ouais, absolument. Bah, comme je parlais de combativité tout à l'heure, peu importe d'où qu'elle vienne, à travers un bar, à travers un live Twitch, à travers un directeur de festival dans un des plus grands, dans le plus grand festival de théâtre de France et un des plus grands du monde. Donc oui, c'est sûr que ça donne énormément de force, ça redonne de la combativité pour tout. C'est très louable. Ok, je voulais passer à une dernière partie de notre discussion parce que je vois que le temps passe, il est déjà 19h51. Je voulais évoquer la Jeune Garde. Forcément, c'est un sujet que des fois est connu par celles et ceux qui nous suivent, parce que forcément, en tant que militant d'extrême gauche ou personne sensible à ces questions de gauche, on connaît la Jeune Garde, on le voit aussi sur les réseaux sociaux, etc. La Jeune Garde, c'est notamment, on l'a bien retenu parce que au mois de juin dernier, vous avez saisi le Conseil d'État car vous aviez été dissous administrativement par le gouvernement. D'abord, peut-être un mot rapidement, ensuite on va évoquer où est-ce qu'on en est de cette procédure. Est-ce que c'est entériné, ça y est, c'est dissous, ou est-ce qu'on est encore dans les affres de la vie judiciaire? On est encore dans la bataille judiciaire. Normalement, l'audience devant le Conseil d'État devrait se dérouler d'ici février-mars, donc assez prochainement. C'était très long. Ça fait plus d'un an aujourd'hui qu'on est dissous, parce qu'on est quand même dissous, directement par le gouvernement. C'est pas suspensif. Mais c'est pas suspensif. Par contre, on est en bataille contre la dissolution. Donc, en ce sens-là, on a le droit d'exister contre cette dissolution. Et la bataille, effectivement, devant le Conseil d'État, s'annonce forte et on a quand même de sacrés atouts derrière nous, c'est-à-dire notre bilan antifasciste, non pas fantasmé par les médias, mais véritablement ce qu'on a fait sur le terrain, etc., avec beaucoup de soutien aussi d'autres organisations de gauche avec qui on a toujours milité, qu'elles soient syndicales, associatives, politiques, peu importe. Donc voilà, donc cette bataille s'annonce intense. Évidemment, on a bien conscience que c'est pas qu'une affaire juridique, c'est évidemment une affaire aussi éminemment politique et que le climat ambiant fait que ça aura aussi des répercussions sur cette audience qu'on espère à la fin victorieuse. On pense qu'on a tous les atouts pour l'emporter. Pas de date précise, non. D'accord. Pas de date précise, mais voilà, normalement d'ici février-mars. Et évidemment, le gouvernement a tout fait pour retarder un maximum cette audience devant le Conseil d'État, parce que ça les arrange tout simplement qu'on ne soit pas en capacité de dérouler ce qu'on a l'habitude de dérouler, c'est-à-dire de batailles fortes contre l'extrême droite, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a des échéances électorales qui arrivent, que ce soit les municipales, que ce soit la présidentielle, et forcément, ça leur foutrait un peu les chocottes qu'on soit en capacité d'être très actifs durant cette période-là, parce qu'on a été encore une fois, en gardant toute l'humilité, et on ne change pas la donne de A à Z, mais forcément, c'est un plus d'avoir cette capacité organisationnelle sur le terrain, parce que la Jeune Garde n'est ni plus ni moins qu'un outil organisationnel antifasciste
qu'on juge évidemment intéressant, sinon on ne militerait pas. Et pour celles et ceux qui la connaissent pas trop, j'ai retrouvé cet article de Rapport de Force, là, qui est un média qui vient de rejoindre notre partenaire Basta. Ils viennent de fusionner ensemble. Il racontait ce que la Jeune Garde avait changé depuis 2018. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'est quoi l'action concrète de la Jeune Garde pendant 8 ans? Ça a été quoi le fil conducteur de votre action? Ouais, je pense, moi, j'en fais le bilan comme ça, mais la plus grosse force de la Jeune Garde, ça a été la capacité d'adaptation, de réadaptation à chaque fois face à une situation. En fait, on n'a pas créé la Jeune Garde en se disant absolument, on va être dans telle ou telle ville, on va avoir un porte-parole. D'ailleurs, on n'avait même pas pensé à tout ça. C'est petit à petit qu'on s'est réadapté face à notre ennemi. Et on y allait par étapes. Dans un premier temps, on était même pas une dizaine, une quinzaine sur des bancs là, à discuter, à savoir ce qu'on allait faire, etc. Notre premier objectif, ça a été d'endiguer le Bastion Social, qui était une organisation néofasciste en pleine expansion, on va dire ça comme ça, qui venait rivaliser avec Génération Identitaire, qui avait réussi à faire hégémonie dans l'extrême droite radicale. Avec une ouverture, il y avait 6 locaux dans toute la France. On a commencé comme ça, d'abord à Lyon, puis petit à petit en ouvrant d'autres jeunes gardes à travers différentes villes, Strasbourg, Paris, Lille, Montpellier, Aix-Marseille plus tard. Donc voilà, donc on a vraiment mis un focus d'abord sur endiguer le bastion social. Puis une fois qu'on a gagné contre le bastion social, ça a été ensuite Génération Identitaire. Vu que Génération Identitaire était très impliquée sur la question médiatique, alors on a proposé la question du porte-parole là. Vraiment, à chaque fois, on s'est réadapté. Comme à l'époque, on n'aurait jamais imaginé avoir un député, on n'aurait jamais imaginé se positionner aussi fermement sur la question des élections, des échéances électorales. Et puis, on a pris conscience du risque qu'il y avait avec le RN. Donc, on s'est réadapté systématiquement à une situation donnée. Et je pense que c'est la plus grosse faculté de la Jeune Garde, c'est d'être en capacité de mutation très rapidement, à la fois en gardant ses fondamentaux, évidemment antifascistes, etc., et à la fois en se réadaptant face à de nouveaux ennemis et donc à de nouvelles pratiques. Voilà. Et justement, l'adaptation, là, elle est mise à rude épreuve parce qu'avec la dissolution, je rappelle, vous n'avez même pas le droit d'utiliser le nom, le logo de la Jeune Garde, etc., sauf pour communiquer sur l'affaire qui vous concerne. C'est aussi énormément d'énergie, ça pompe énormément d'énergie de se défendre contre cette dissolution. Comment on fait pour continuer à travailler, à exister, on n'a pas le droit, mais à travailler lorsqu'on est dissous? C'est bien dommage pour le gouvernement de Macron et notamment en l'occurrence Bruno Retailleau, c'est que aujourd'hui on est à l'Assemblée nationale. Enfin, le fait est, c'est qu'aujourd'hui je suis député, donc je mène ce travail antifasciste. Là, encore une fois, je revenais de commission là parce qu'il y avait des horreurs racistes qui se racontaient là-bas. Jeudi, je mène aussi bataille sur la question d'une nouvelle loi islamophobe proposée par les LR, notamment Laurent Wauquiez, etc., par le RN évidemment. Bref, donc en fait on y est, on mène bataille. Donc c'est trop tard, j'ai envie de dire, on peut pas nous dissoudre de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue organisationnel, forcément, oui, pour la Jeune Garde, c'est un sacré handicap si on venait à être dissous. Mais en fait, penser que en dissolvant la Jeune Garde, vous allez dissoudre l'antifascisme, déjà, il existe de multiples autres façons de faire de l'antifascisme, de multiples autres organisations antifascistes. Plutôt, on a une jeunesse qui est prête à faire plein de trucs. Là, je sais pas, moi, il y a eu un rassemblement antifasciste à Paris samedi dernier contre la Sainte-Geneviève. Voilà. Évidemment, c'est pas la Jeune Garde qui est à la tête de ce truc-là, mais c'est pas grave, ça vit quand même. Je sais pas, moi, on a là aussi récemment, j'ai tout de suite apporté mon soutien et je vais plus que soutenir cette campagne là qui s'est montée, Génération Antifasciste et Éteignons la Flamme. Il y a beaucoup de jeunes là, notamment il y a une nouvelle porte-parole là, Césaria, que par ailleurs j'avais rencontré dans d'autres manifestations, que j'avais aperçu dans d'autres manifestations, qui tout à coup s'engagent contre l'extrême droite, etc. Enfin, en vrai, ça met la chauffe de fou là. Je crois qu'il y a une quinzaine de villes ou presque une vingtaine, je sais plus là, qui souhaitent participer à la campagne. Donc ça y est, ça bouge quoi. Il y a une effervescence antifasciste dans ce pays, et bien évidemment, au-delà de la Jeune Garde, au-delà de la question des organisations respectives qui s'autoproclament antifascistes, il va se passer des choses, et tant mieux. D'ailleurs, on voit que j'ai liké cette publication. Ouais, moi, je repartage. J'ai vu. Alors, tu m'as fait la passe décisive parfaite parce que je voulais terminer là-dessus sur cette campagne Éteignons la flamme. Il y a eu un week-end avec les militants très récemment. Il y a des images bien sûr floutées, mais en tout cas qui permettent de voir ça. Est-ce que ce type d'action, l'idée étant vraiment d'être actif sur plein de villes, on voit Paris, Nancy, Lyon, on voit Avignon notamment, etc., c'est dans la droite lignée de ce que vous meniez avec la Jeune Garde, et ça, tu dis, ça, c'est pas la suite de la Jeune Garde, c'est quelque chose qui vous dépasse un peu, et vous êtes heureux de suivre ça?
Ouais, parce qu'en fait, nous, on n'a jamais fait ça avec la Jeune Garde. Alors, alors oui, on s'était monté dans différentes villes, mais là, cette espèce de campagne comme ça, où encore une fois, il y a plein de groupes qui soient ouvertement antifascistes ou non, qui se mettent à militer, à tracter, à faire des campagnes d'affichage dans tout un tas de villes où on n'a jamais été présent, etc., où il pouvait exister d'ailleurs des expériences antifascistes. Mais en fait, c'est quelque chose, encore une fois, qui nous dépasse. Comme je disais sur la campagne des législatives, on s'est fait dépasser, c'est exactement la même chose. Alors évidemment, il y a beaucoup de camarades là, par exemple à Rouen, forcément. Alors il n'y avait pas de Jeune Garde à Rouen, mais des camarades à Rouen voilà, qui montrent qu'ils sont attachés quand même à l'histoire que représente la Jeune Garde, etc. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une nouvelle campagne avec une autre dynamique, encore plus forte que ce qu'était la Jeune Garde. Donc en vrai, moi, en vrai, je suis ravi. Je pense que ça répond peut-être encore mieux à ce qu'on pouvait faire avec la Jeune Garde. C'est-à-dire que la Jeune Garde est un outil extrêmement intéressant qu'on veut défendre devant le Conseil d'État et qu'on souhaite conserver, qui a été extrêmement efficace, notamment dans la lutte contre les groupes d'extrême droite, très structurés, très organisés, etc. Mais peut-être un peu moins sur la question plus électorale du RN, etc. Et que là, typiquement, cette campagne vient faire autre chose qu'on faisait pas avec la Jeune Garde et qui met une sacrée chauffe en vrai. Moi, ça me fait archi plaisir de voir ça. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que on sent que t'en parles, que ça te porte et que c'est Ah vraiment ouais. ça. En vrai, quand on observe les autres pays, vraiment, moi, je me déplace partout, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, etc. Il y a une forme d'apathie. Il y a plein de camarades qui essaient de faire des choses, mais c'est difficile. Il faut bien dire qu'une campagne comme ça, nationale, sur tout le territoire, où il y a des jeunes comme ça qui se structurent un peu partout. En vrai, je vous assure, c'est un bien immense dans la période. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir ce type de capacité de campagne et antifasciste. Ouais, on voit que ça fait plaisir dans le chat. D'ailleurs, ça fait réagir. Il y a Elisabeth qui dit qu'il est grand temps que ça bouge et qui dit bravo pour la campagne. Il y a Maïs aussi qui dit bravo. Il y a Groumi qui dit que Nancy s'est mobilisée aussi contre un défilé de l'ED. Il y a pas mal de choses et l'idée aussi pour nous à Street Press, c'est de faire se rencontrer tous ces gens qui se mobilisent et d'échanger dans ces webinaires. Donc, n'hésitez pas à venir dans le chat et on passe les infos à chaque fois. On arrive au bout de la discussion un peu, Raphaël. Dernière question, justement, tu étais là en train de faire un peu l'ancien, regarder un peu cette campagne. Quelle leçon, toi, tu tires de l'épopée de la Jeune Garde, qui est peut-être pas du tout terminée, qui pour l'instant achoppe sur la question de la dissolution? Qu'est-ce qui serait réplicable pour toi dans ton parcours et dans ce parcours-là que tu pourrais conseiller à des militants qui auraient envie de se jeter à leur tour dans cette question antifasciste? Les choses que je retiens, c'est déjà, allez-y, plein fer. Alors, avec beaucoup de stratégie, parce que je vous avoue que sinon, on n'aurait pas survécu longtemps au vu de la menace qui pesait sur nos tronches. À partir du moment où on a décidé de faire de l'antifascisme, notamment dans une ville comme Lyon, c'était quand même sujet à beaucoup de risques, et ça l'a été. Parfois, on a eu de la chance, je vous le cache pas. On a eu de la chance de passer pas loin de camarades qui auraient pu y passer, à plusieurs reprises, etc. Ça a été mon cas, ça a été le cas de beaucoup d'autres camarades. Donc c'est vrai que c'est pas toujours drôle la lutte antifasciste, mais faut y aller avec stratégie, avec beaucoup de force, de dignité. Faut y aller plein fer, ne pas reculer, même se dire dans les situations où tout le monde croit que c'est perdu, c'est pas vrai. À partir du moment où on commence à résister, rien n'est perdu. Et preuve, on est à Lyon, on a un bilan plutôt intéressant de ce point de vue-là. Pareil pour la dernière campagne, par exemple électorale à Avignon, etc. Surtout aussi, ne soyez pas dogmatiques. En vrai, ça peut paraître très bête, mais moi, j'ai commencé l'antifascisme dans d'autres organisations que la Jeune Garde. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui était très handicapant. C'est des gens qui se calaient seulement sur des modèles historiques et qu'il fallait absolument copier, etc., ou des codes qu'il fallait absolument pas briser. En fait, on est venu péter un peu tous ces codes, que ça soit à travers notre apparition en manifestation, que ça soit à travers le porte-parole, que ça soit à travers nos prises de position politiques, etc., qui ne dérogeaient pas de notre carcan politique, de notre histoire politique, etc., mais en tout cas qui ne s'enfermaient pas dans des dogmes qui soient d'un point de vue de la pratique politique ou de l'idéologie. C'est très important de se réadapter systématiquement, les amis, tout le temps, que ce soit dans votre localité, que ce soit dans votre dans une situation donnée où là, par exemple, il y a une accélération de l'impérialisme des États-Unis, etc. Faut être en capacité de proposer des réponses, des nouvelles alliances. C'est pas parce qu'on s'entendait très bien avec une organisation pendant 5 ans que toute la vie on va être en alliance privilégiée avec cette organisation. Faut jamais rentrer dans ce type de fonctionnement. Il faut rentrer dans des fonctionnements de pratique. Comment est-ce qu'on endigue l'extrême droite? C'est toujours ce qui doit nous trotter à l'esprit. Non pas faire plaisir à nos camarades dans telle ou telle organisation, mais endiguer l'extrême droite. C'est la seule ligne qui doit nous apporter lorsqu'on est antifasciste.
Eh ben, merci beaucoup Raphaël, je crois que c'est un bon texte de fin, une bonne explication de fin. Je crois que ça donne des choses aussi très très claires dans cette idée que ces formations street press donnaient des outils concrets pour se mobiliser. Il y a plein de choses là-dessus et je crois qu'on a évoqué plein de choses. Merci d'avoir pris le temps de faire ce Parfait. tour sur ton parcours. C'est quoi les prochains rendez-vous là? Il y a eu le 49.3 là, on te suit à l'Assemblée et Tout à fait. sur le plan Ouais. des mobilisations antifascistes? Ouais, tout à fait. Bah voilà, donc les prochains rendez-vous à l'Assemblée, il y en aura beaucoup malheureusement. Là, il y a la niche des LR ce jeudi, donc on va mener bataille. Ça va être, en fait, sur tous les plans. Là, je voulais parler Ouais. du plan vraiment raciste, mais il y a plein de plans où c'est absolument abominable, y compris d'un point de vue des libertés en manifestation. Bref, vraiment, il y a plein de trucs absolument affreux. Donc on va mener bataille. Et après, moi, je vous invite à suivre la campagne Génération, encore une fois, antifasciste, Éteignons la flamme. Moi, pour l'instant, j'ai pas été particulièrement sollicité, si ce n'est au lancement, pour donner un peu des éléments antifascistes, etc. Mais voilà, on m'a pas encore sollicité, par exemple, sur telle ou telle action, pour, je sais pas, pour une conférence ou quoi. Mais en tout cas, j'ai proposé mon aide. Donc évidemment que je m'y emploierai pleinement. Mais c'est très bien qu'il y ait plein d'autres porte-paroles, plein d'autres personnes qui s'engagent dans cette campagne. Donc en vrai, n'hésitez pas à la rejoindre dans vos villes. Et voilà. Et on va tout retourner, j'ai envie de dire, collectivement. Et elle est là, cette campagne. Vous pouvez trouver notamment le compte Instagram qui est très actif. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Merci encore, Raphaël. Je rappelle Mais les prochains merci beaucoup à rendez-vous. Street Press aussi, surtout. Bah ouais. Merci à Street Press, voilà, pour tout le travail. Franchement, Top, allez soutenir. On a besoin de médias indépendants comme ça, et puis le travail contre l'extrême droite, au top, Bon. toujours carré. On essaie, D'ailleurs, sur la boucle des députés, on se les partage beaucoup. Il y a le côté public et le côté interne, et à chaque fois, on félicite vraiment le travail qui nous aide beaucoup. Voilà. Eh ben, je ferai tourner ça auprès de mes confrères et consoeurs, notamment qui travaillent sur l'extrême droite au quotidien, que ce soit Christophe Silgarni ou Daphné Deschamps. Et bien sûr, la campagne, elle dure encore 24 heures, donc il ne faut pas hésiter. C'est comme ça. Notre meilleure récompense, c'est celle-là. Vous voyez, pendant qu'on a parlé, on a déjà gagné quasiment une vingtaine de donateurs. C'est la preuve que ça valait le coup de parler. C'était cool et c'était top. Je donne mon dernier rendez-vous, Raphaël. Peut-être je vais te laisser partir tranquillement, comme ça, je vais te saluer. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci pour l'invitation et force à Street Press. Merci. Salut, à bientôt. Voilà, je laisse partir tranquillement Raphaël, comme ça je vous donne les derniers rendez-vous. J'espère que c'était cool pour vous. Moi, j'ai passé un super moment à discuter avec Raphaël Arnaud. Je crois qu'on a bien fait le tour de son parcours et on a bien parlé de comment agir sur des territoires dominés par l'extrême droite. Et si ça vous a intéressé, on propose un tout autre point de vue. Ce sera ce vendredi. Et cette fois, c'est en public depuis la Gaîté Lyrique. On sera depuis l'auditorium de la Gaîté Lyrique. On aura donc Marine Tondelier et avec elle, bien sûr. Donc Marine Tondelier, c'est pas tout à fait la même ligne politique que Raphaël. Mais c'est intéressant aussi parce que bien sûr, elle a grandi à Hénin-Beaumont, ville du Pas-de-Calais, qui est symbole de l'ancrage du Rassemblement national, puisqu'elle est passée en 2014 aux mains de Steve Briouat, qui est toujours maire aujourd'hui. Et donc, du coup, elle va venir nous parler de ça, Marine Tondelier, en tant que secrétaire nationale des écologistes. On sera aussi avec le média Calais, La Sociale. C'est un média qui se mobilise du côté de Calais, qui proposera plein de choses, et notamment un docu qui sort maintenant. Là, on va vous en parler. On vous montrera notamment la bande-annonce qui s'appelle Des Nimbes au monde et qui va parler de la résistance du théâtre des Nimbes-Beaumont face à la mairie d'extrême droite. Et on sera donc avec Terre de Lutte. Terre de Lutte, c'est un collectif français qui au départ créé pour soutenir des luttes écologistes. Et il se retrouve à travailler beaucoup sur les questions antifascistes. Et du coup, on va en parler avec elle et eux. Il y a Maïs dans le chat qui me demande s'il y a encore des places. Non, malheureusement, il n'y a plus de place dans l'auditorium, mais puisqu'on avait plein de demandes, on a ouvert le forum. C'est vraiment la pièce juste à côté où il y a notamment le bar de la Gaîté Lyrique. Et si vous venez, vous pourrez voir sur très grand écran une retransmission de ce qui se passera dans la salle, une retransmission du stream. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, le stream aura lieu ici et vous retrouvez tous les épisodes aussi en replay. Vous avez vu, je vous ai mis un petit truc un peu en mode BFM, premier sur l'info. Retrouvez tous les épisodes en replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Et bien sûr, vous pouvez faire un don. Il y a le petit, au-dessus de moi, là, il y a le petit QR code et vous avez la page que je vous ai déjà montré pas mal de fois. Ça a été un plaisir d'être avec vous. J'espère que c'était cool. N'hésitez pas à faire des retours. Vous m'envoyez un mail d'ailleurs si vous avez des questions. martin@streetpress.com. Tout simplement. Je prends toutes vos questions. Vous pouvez même m'engueuler. Et si vous avez des idées d'invités, on est hyper preneur aussi. Ça se construit avec vous, ces formations. Et ça a été top de passer du temps avec vous. Et j'espère avoir relié un maximum de vos questions. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et tiens, je vous laisse sur une dernière petite phrase. Vous savez que j'aime bien finir avec une phrase qui se la pète un peu. D'Antonio Gramsci, vous savez, c'est le militant italien qui mène la bataille culturelle. Il dit que chaque action est une pensée qui se matérialise. Voilà. Alors, passez de la pensée à l'action. Rejoignez collectifs, associations et soutenez Street Press. Merci encore à Raphaël Arnaud. Merci à vous et à très vite. Salut!